Nous sommes en 2025 et la lutte contre le sida est plus que jamais d'actualité. En cette journée internationale, on s'arrête sur quelques chiffres et quelques repères. Dans le monde, vous voyez, plus de 40 millions de personnes vivent avec le VIH. L'an dernier, plus de 1,3 million de personnes ont été infectées. Le dépistage est essentiel, le traitement aussi. La trithérapie sauve des vies, mais l'accès à ces traitements reste difficile, voire impossible pour plus de 9 millions de personnes dans le monde. Alexandra Calmi, bonjour et merci d'être en direct sur France 24. Vous êtes responsable de l'unité VIH-Sida aux hôpitaux universitaires de Genève. On vous retrouve donc logiquement en direct de Suisse. D'abord, que peut-on dire de la dynamique de l'épidémie dans le monde ? Bonjour, merci pour votre invitation. Aujourd'hui, nous assistons à un séisme important dans le financement de la riposte au VIH. On doit surmonter de grandes perturbations et les réductions importantes et brutales des financements des donateurs internationaux ont mis en péril de nombreux programmes. Toutefois, la riposte ne peut reposer que sur des ressources internationales et sur celles des donateurs. Donc, il est important aussi aujourd'hui de mettre en valeur la résilience des pays et des communautés qui sont affectés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la suspension, le retrait américain se pèse déjà sur la recherche ? Oui, bien sûr, sur la recherche notamment en termes de prévention, sur le financement des associations communautaires. C'est pour ça qu'il existe aussi une certaine mobilisation en dehors des donateurs habituels, comme les États-Unis l'étaient auparavant, pour essayer de continuer à avoir des actions multilatérales qui nous permettent de ne pas revenir en arrière. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est assez clair, c'est que personne ne veut revenir en arrière sur les acquis de l'accès au traitement. Mais il faudra nous mobiliser pour ne pas laisser non plus en arrière toutes les innovations de la prévention qui ont été très importantes ces dernières années, et puis celle aussi de la communauté qui a pris en marche finalement la question de l'implémentation des traitements et de la prévention dans les pays. Alors comment pallier cette absence américaine ? Vous appelez-vous l'Europe à intervenir ? Oui, bien sûr, on appelle l'Europe à intervenir et on a vu avec la reconstitution du Fonds global de lutte contre le sida, la malaria et la tuberculose qu'il existe toujours une solidarité. Je pense que l'Europe a un rôle clé à jouer pour maintenir cette solidarité et aujourd'hui ce que l'on voit c'est qu'il y a quelques signes quand même très encourageants avec une reconstitution de ce financement de la réponse mondiale qui semble arriver en tout cas à des taux probablement nécessaire pour reconstituer aujourd'hui les traitements et la prévention dans les pays qui sont le plus affectés dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'avancée, les avancées en termes de recherche ? Quels sont les grands espoirs en 2025 ? Et puis les défis aussi ? Oui, trois pistes en tout cas. La première, c'est celle de la prophylaxie de pré-exposition avec des outils supplémentaires, nouveaux, très innovants qui sont arrivés, ou qui sont en train d'arriver. En tout cas, on doit se battre pour qu'ils arrivent, notamment le lenacapavir, cette fameuse molécule qui n'est pas un vaccin, mais qui prévient l'acquisition du VIH chez à peu près 98-99% des personnes qui le prennent. Deuxième innovation, les traitements de longue durée d'action qui simplifient grandement le traitement, alors pas la prévention, mais le traitement en l'occurrence, pour ces traitements de longue durée d'action. Et puis des pistes prometteuses qui combinent des immunothérapies avec des anticorps largement neutralisants, qui sont aussi des pistes pour espacer encore l'administration du traitement, peut-être dans le futur, chaque 6 mois par exemple, au lieu de prendre des comprimés tous les jours, une injection chaque 6 mois pourrait suffire. Donc des beaux espoirs, mais pour que ces espoirs soient effectivement deviennent une réalité, il faudra encore qu'on arrive à les implémenter, c'est-à-dire avoir aussi des financements pour pouvoir pour faire en sorte que les pays les plus touchés puissent avoir accès à ces molécules. Donc on n'en est pas encore tout à fait là, mais les espoirs et la recherche ont été extrêmement actifs. Puis peut-être juste pour dire, la recherche est aussi en danger. La rupture de ces financements ne s'est pas concentrée uniquement sur l'aspect humanitaire, mais aussi sur la recherche. Et il est important aussi que nous, les académiques, soyons présents pour répondre à ce défi-là. J'aimerais qu'on s'arrête, Alexandra Calmi, sur la prophylaxie pré-exposition que vous évoquiez. On apprend que les premières injections de ce traitement vont débuter en Afrique à partir d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un vaccin, hein, vous le disiez, c'est un moyen préventif, une mesure complémentaire. Il n'y a pas néanmoins un risque que cette option développe un sentiment de toute puissance, du moins de sécurité pour les personnes ? Mais alors tant mieux si
donne un sentiment de sécurité, puisque c'est l'objectif. L'objectif, c'est quand même de prévenir l'acquisition du VIH. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les personnes qui prennent la PrEP, et il y en a beaucoup, des personnes qui prennent la PrEP dans le monde, et c'est d'ailleurs très efficace pour diminuer l'incidence du VIH, c'est pas vraiment ce qu'on observe. Les gens disposent d'un suivi médical, ils viennent tous les 3 mois ou tous les 6 mois, et ça donne plutôt un sens, à mon avis, de responsabilité. Donc je crois que la PrEP est amenée, au contraire, non seulement à permettre une certaine sécurité de ses usagers, mais aussi une certaine responsabilité. Et la sécurité et la responsabilité seront les maîtres mots pour que la PrEP fonctionne le mieux possible. Aujourd'hui, la meilleure arme contre le sida, alors mis à part bien sûr le préservatif, ça reste la trithérapie. Alors la trithérapie, c'est quelque chose qu'on prend lorsque on vit avec le virus et que l'on veut contrôler la multiplication du virus. Donc j'aime pas utiliser ce mot militaire, mais enfin c'est un outil en tout cas extrêmement puissant puisque ça permet de contrôler la multiplication du virus. Et une personne dont le VIH est contrôlé dans le corps ne transmet pas ce virus à des partenaires. Donc c'est évidemment aussi la trithérapie un outil de prévention et ça je crois que c'est important de le dire. Et elle évolue comment cette trithérapie et notamment concernant les effets secondaires qu'elle engendre? Alors, on revient de très très loin, évidemment. Les trithérapies étaient grevées de nombreux effets secondaires, certains très stigmatisants d'ailleurs. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. On a des trithérapies, on a des bithérapies, on a des traitements qui s'injectent, on a des traitements qui se donnent par la bouche. Donc, ce qui est vraiment flagrant maintenant comme innovation, c'est le nombre d'options disponibles pour qu'un patient et une patiente choisissent le traitement qui lui convient le mieux. Et ceci maintenant, ce qui est aussi très intéressant dans les traitements, c'est que les recommandations internationales se sont alignées, que ce soit les recommandations de l'OMS ou les recommandations européennes ou les recommandations nationales. La plupart maintenant recommandent des traitements d'une même classe de molécules. Et ça, c'est très, très encourageant. Ça veut dire qu'on est arrivé quand même à un traitement universel aujourd'hui dans le monde. Bon, il y a des traitements, mais on attend toujours le grand soir, le fameux vaccin contre le sida. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le VIH est un virus très particulier qui échappe encore à la vaccination ? Oui, il échappe à la vaccination depuis des années, depuis 30 ans, alors qu'on a réussi à faire un vaccin Covid rapidement. Eh bien, il y a des différences majeures entre le Covid et puis le VIH. Le VIH est un virus qui mute très, très rapidement et on a toujours l'impression d'arriver finalement trop tard au moment où on veut mettre des anticorps pour se protéger du VIH. Et puis, on n'a pas non plus les corrélats de protection sur le VIH. Pour le Covid, pour reprendre cet exemple, on sait qu'il faut des anticorps des cibles en l'enveloppe et qu'avec ça, on va pouvoir se protéger. Pour le VIH, on n'a pas une telle simplicité, entre guillemets, de concept. On n'arrive pas, en donnant juste des anticorps, 1 ou 2 anticorps, à contrôler l'acquisition du VIH par un vaccin. Alors, aujourd'hui, malheureusement, on a des résultats plutôt décevants, des vaccins de première génération avec un essai clinique qui est paru cette semaine encore dans une revue prestigieuse, le Lancet, et qui montre des résultats très négatifs sur 3900 patients. Enfin, négatif dans le sens que le vaccin n'était pas efficace, ce candidat vaccin n'était pas efficace, mais ça montre aussi que peut-être d'autres approches qui sont en train d'être développées, qui sont encore un petit peu plus préliminaires, comme celle utilisant des anticorps largement neutralisants, pourraient peut-être vaincre et surmonter cet obstacle qui est celui de la diversité du virus. Merci infiniment pour vos explications très claires. Alexandra Calmy, responsable de l'université VIH-Sida aux hôpitaux universitaires de Genève.